Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité au Togo, l'opposition continue de réclamer des réformes politiques. C'est le cas notamment de l'Alliance nationale pour le changement qui exige entre autres la limitation des mandats présidentiels. Et le bras de fer se durcit en République démocratique du Congo entre pouvoir et opposition. La majorité présidentielle rejette en bloc les résolutions du conclave de l'opposition tenu jeudi et vendredi dans la capitale belge. Et au Bénin, la Fédération béninoise de football s'est dotée depuis hier d'un nouveau président. Les enjeux de cette élection et les défis du nouveau patron de la FBF à suivre à la fin de cette édition. Mais avant de développer ces titres, cette visite en Allemagne du président Teodoro Obiang Nguema Bazogo, visite de 3 jours qui a débuté ce vendredi, rencontre notamment avec le président de la Confédération européenne des associations de petites et moyennes entreprises. Le chef de l'État équato-guinéen a présenté des projets liés au développement de son pays. L'opposition togolaise reste sceptique quant à la volonté du gouvernement d'initier des réformes politiques, 10 ans après la signature de l'accord politique global signé en 2006 qui prévoit notamment des réformes constitutionnelles et institutionnelles. L'opposition attend toujours ces réformes, notamment celles qui portent sur la limitation du nombre de mandats présidentiels. Reportage Emefa Kofi. La question des réformes suscite toujours le débat au sein de l'opinion publique au Togo. Selon Afrobaromètre, un consortium d'instituts de sondage, 85% des Togolais y sont favorables. Et pour l'ensemble de l'opposition, les points les plus importants de ces réformes sont la limitation du mandat présidentiel et le mode de scrutin uninominal à 2 tours, tel que défini dans l'accord politique de 2006. Mais sur cette question, le parti au pouvoir n'entend pas céder pour l'heure. J'ai dit et je le maintiens que la PG, dans sa globalité, il y a beaucoup de choses qui ont pu être faites. Et aujourd'hui, certains aspects plus actuels sont repris au niveau de la CVJR, au niveau de HCROUN. Les réformes les plus importantes aujourd'hui sont des réformes économiques. Nous voulons le développement de notre pays, nous voulons que les gens mangent à leur faim. Et pendant ce temps, en pensant de réformes, les gens parlent essentiellement de mandats et de choses. Nous ne sommes pas contre. Du côté de Union pour la République, il n'est pas question de céder sur aucun point susceptible de fragiliser le pouvoir en place. Un aveu fait à l'issue du débat public initié le 9 juin 2016 à Lomé et qui n'étonne guère l'Alliance nationale pour le changement. Pour l'ANC, la limitation du mandat présidentiel, la réforme de l'armée notamment, sont les réformes dont le peuple togolais a besoin. Et même sur la question de la décentralisation, les choses semblent mal parties. Aujourd'hui, il est reconnu que le gouvernement est en train de faire cavalier seul et impose donc à toute la classe politique, à tous les Togolais, sa manière de voir la décentralisation qui assurément par rapport déjà aux 2 textes qui ont été envoyés à l'Assemblée nationale, notamment le projet de loi portant création de préfectures qui a été voté par la majorité unis à l'Assemblée nationale et également par le projet de loi qui est sur la table de l'Assemblée nationale actuellement, qui porte création des communes, qui lorsque vous le regardez aussi, porte en lui-même ce projet des germes de division et d'inégalité, d'injustice que nous avions eu déjà à relever dans le projet de loi portant création de préfecture. Le premier d'une série de ce débat est à mettre à l'actif de la plateforme citoyenne Justice Vérité et de l'initiative Baromètre. Y était également présent le public mais aussi la société civile et 3 autres partis politiques d'opposition. En République démocratique du Congo, en effet, au lendemain du conclave de l'opposition organisé en Belgique, le camp du président Joseph Kabila rejette les résolutions qui ont été adoptées. L'opposition congolaise rassemblée autour de l'opposant historique Étienne Tshisekedi avait notamment pris acte de la fin du mandat du chef de l'État, c'est-à-dire à la fin 2016, conformément au délai constitutionnel. Avec ce rejet, les perspectives d'un dialogue politique inclusif s'éloignent de plus en plus. Reportage de Jacques Amboka avec les commentaires de Lizelsi Akizimana. Vive réaction de la majorité présidentielle contre les résolutions du conclave de l'opposition tenu à Bruxelles du 8 au 9 juin 2016 sous le leadership d'Étienne Tshisekedi. Dans une déclaration faite à Kinshasa ce vendredi 10 juin, devant la presse et le bureau politique de la majorité présidentielle, le secrétaire général de la famille politique du chef de l'État a rejeté en bloc les résolutions des assises de Bruxelles, les qualifiant de tentative de coup d'État. La majorité présidentielle
rejette toutes les résolutions adoptées par ce conclave comme constitutives d'une tentative de coup d'État. La majorité présidentielle invite le facilitateur à poursuivre sans désemparer l'action entreprise en vue de la mise en place effective du comité préparatoire et de l'ouverture du dialogue proprement dit. Pour le ministre congolais de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement, il y a une main invisible derrière le conclave de l'opposition visant à opposer les Congolais. Cette irrationalité est entretenue à dessein par des tireurs de ficelles qu'on ne voit pas. Depuis 1960, c'est toujours les mêmes qui essayent d'opposer des Congolais à d'autres Congolais. Ils ont utilisé des Congolais pour neutraliser Lumumba, tuer Lumumba. Ils ont utilisé des Congolais pour tuer Mzee Laurent Désiré Kabila, le but étant toujours le même, contrôler les Congolais, ou mieux devrais-je dire, contrôler les richesses de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo tend vers une situation qui rend de plus en plus difficile, voire hypothétique, la tenue du dialogue politique, malgré l'appel au dialogue de la communauté internationale. Il revient donc aux Congolais de faire preuve de plus de maturité politique afin de sortir de l'impasse, estiment les observateurs de la politique congolaise. Dans le reste de l'actualité également, cette opération des forces libyennes qui se poursuit à Sirte, principal fief de l'État islamique. Les forces anti-djihadistes y ont fait leur entrée ce jeudi et sont en bonne passe de reprendre la ville. La perte de ce fief serait un revers pour l'EI. Olivia Héré-Dobré. Les forces loyales au gouvernement d'union nationale prennent d'assaut la ville de Sirte en Libye, bastion de l'organisation État islamique. Les troupes de Misrata ont annoncé ce mercredi 8 juin 2016 avoir repris plusieurs positions à l'organisation État islamique, dont 2 casernes situées à 450 km à l'est de Tripoli. Une avancée fulgurante entamée depuis un mois par le GNA, dont l'objectif principal est de reprendre ce fief aux mains de la branche libyenne de l'État islamique depuis le début de l'année 2015. Malgré les pertes, nous avançons sur tous les fronts. Nous sommes en train de les étrangler. Nous espérons contrôler la ville d'ici à 48 heures. Une bonne partie des djihadistes ont fui, les autres abandonnent leurs armes et essayent de se cacher et de se fondre dans la population. Nous les connaissons tous. Un autre enjeu se dessine derrière la bataille de Sirte, l'opposition entre les groupes armés ralliés au gouvernement d'union nationale et celle du général libyen Khalifa Haftar à l'est. Chaque camp voulant être le premier à repousser l'État islamique hors de Libye afin de s'assurer du soutien de la communauté internationale. Haftar veut être un élément très important dans la négociation pour cet après. C'est-à-dire qu'il veut occuper une place très importante, en tout cas qui compte, dont l'architecture nouvelle du pouvoir actuellement en gestation. Et c'est pour ça qu'il y a cette volonté, comme Haftar à l'appui de l'Égypte, des Émirats, a besoin de montrer qu'il est encore le maître des terrains et qu'il est un acteur avec qui il faut compter. C'est ça l'enjeu qu'il faut comprendre derrière cette occupation. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, Martin Kobler, appelait le 7 juin 2016 les forces armées libyennes et celles de l'est du pays à s'unir pour vaincre militairement les djihadistes de l'État islamique. Et les forces du gouvernement ont justement repris à l'EI, le port de Sirte, situé à 5 km du centre-ville. Plusieurs quartiers résidentiels ont également été repris ces dernières 24 heures. Sirte, un objectif décisif dans la bataille contre Daesh. La Fédération béninoise de football a finalement tenu son congrès électif ce vendredi et c'est Anjorin Moucharafou qui en prend la tête avec cette élection. La suspension du Bénin infligée par la FIFA a été levée, mais au-delà de cette participation à la CAN 2017, quels sont les défis qui attendent le nouveau président de la FBF? Élément de réponse dans ce sujet de Siam, le Victoria Sedji.
La Fédération béninoise de football a élu Anjourine Moucharaf à sa tête au cours d'un congrès électif ce vendredi 10 juin. Malgré l'ordonnance rendue le jeudi par le tribunal de première instance de première classe de Porto Novo qui interdisait l'organisation de ce congrès, l'élection du nouveau président de la Fédération béninoise de football a eu lieu. Entre jugements arbitraires, ingérence supposée de la FIFA et les autorités politiques dénoncées de part et d'autre, la tenue de ce congrès semble controversée. Est-ce que la fédération qui a tenu son congrès avait des raisons, bien sûr, d'organiser ce congrès? C'est un peu délicat de l'affirmer. Toujours est-il que vous n'êtes pas sans savoir que une décision de justice, une décision ordinaire de justice, n'est pas la bienvenue du côté, bien sûr, de la FIFA. La FIFA a toujours dit niette à toute décision concernant, bien sûr, les tribunaux ordinaires, les tribunaux de nos pays africains. Et je pense que le cas du Bénin est un cas partant dans la mesure où, déjà lors de la première prise d'ordonnance, la FIFA avait tout simplement rejeté cette décision d'interdiction du tribunal de première instance de Porto Novo de ce congrès électif. Donc la deuxième ordonnance qui a été prise en réalité n'est autre que celle-là qui pourrait être rejetée par la FIFA. Pour des analystes, le président élu, qui est également ancien président de la fédération, a de nouveaux défis à relever. Pour cause, le football béninois est miné par des querelles intestines qui handicapent son fonctionnement. Des problèmes financiers aux dysfonctionnements structurels et administratifs, le président élu devra s'atteler à relancer le football béninois qui, depuis 2015, accuse un retard tant au niveau national qu'international. Le football béninois est miné par les querelles intestines entre les différents membres. Et je pense que également là, le président a un rôle éminemment important à jouer. Il faut confier les ardeurs. Il faut tout simplement appuyer les uns les autres à la gestion du football. Il faut impliquer tout le monde, donc c'est important. Et je pense que les têtes pensantes du football qu'on a au Bénin n'attendent que ça. Il y a des valeurs et ces valeurs-là, il faut les associer. Et je pense que pour relever les défis du football au Bénin, on a besoin de tout le monde. Les défis de la Fédération béninoise de football concernent entre autres la relance des championnats nationaux et la résolution des crises internes. L'autre plus grand défi reste à la CAN 2017, un enjeu de taille pour l'équipe nationale qui devra affronter la Guinée équatoriale le 2 juin 2016. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.